Dans la première partie de ce chapitre, nous avons vu la structure des systèmes racinaires et des racines. Maintenant, nous allons faire le lien avec leurs fonctions. En effet, dans le monde vivant, le processus d'évolution fait que les structures vont avoir tendance à s'adapter aux fonctions. Donc, dans cette deuxième partie sur les fonctions des racines, nous allons voir la fonction d'ancrage, la fonction de nutrition, la fonction de colonisation, de stockage, et puis les échanges et la communication. Nous allons commencer avec la fonction d'ancrage. L'ancrage, c'est la fixation d'une plante à son substrat, c'est-à-dire à son support, et c'est ça qui va permettre à la plante de croître en hauteur. L'ancrage va dépendre de la cohésion entre l'ensemble des racines et le substrat. Plus cette cohésion va être importante, plus ça va créer un contrepoids important par rapport aux parties aériennes, ce qui va permettre aux parties aériennes de croître en hauteur. Donc là, ce qui est important, c'est la ramification du système racinaire. Plus le système racinaire est ramifié, plus la cohésion entre l'ensemble des racines et le substrat est importante, et donc plus le contrepoids aux parties aériennes est important. L'ancrage va pouvoir s'adapter aux contraintes du milieu, par exemple le vent, le type de substrat, l'hygrométrie du sol, donc la quantité en eau dans le sol. Vous en avez un exemple ici. Vous avez un système racinaire d'arbres qui est représenté, soumis à un vent dominant ici qui vient de la gauche. Et ce qu'on remarque, c'est que le système racinaire à gauche est beaucoup plus développé, beaucoup plus ramifié que le système racinaire à droite. Et donc ça va permettre de créer une contre-force à la force du vent. Donc c'est comme si l'arbre c'était un poteau dressé tenu par des câbles, mais il faudrait mettre beaucoup plus de câbles du côté gauche pour contrer la force du vent que du côté droit. Les plantes se sont adaptées à une grande diversité de substrats. Le plus évident, c'est le sol, mais les plantes peuvent aussi s'ancrer sur du sable. Vous avez ici l'exemple de l'Oya, sur de la roche. Là, vous avez l'exemple de deux arbres qui se sont développés sur des murs, et même sur de la vase. Et cette adaptation à différents substrats peut même aller jusqu'à la production de racines spécialisées. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier type de racines spécialisées qu'on va voir, ce sont les racines échasses. C'est ce qu'on peut voir ici chez le palétuvier. Donc ce sont des racines assez typiques de la mangrove. Donc elles sont arquées et ancrées dans la vase, c'est ce que vous pouvez voir ici. Et elles vont en fait permettre le passage de la marée, c'est-à-dire que la marée soit haute ou basse, les parties aériennes vont rester émergées. Deuxième type, ce sont les racines contreforts. C'est les racines qu'on peut voir ici chez le ficus, donc qui ressemblent un petit peu au contrefort des cathédrales, et qu'on va retrouver fréquemment dans les forêts tropicales, en particulier là où le sol est peu épais. Parce que ces racines contreforts, elles renforcent l'ancrage de l'arbre dans le sol. Et forcément, moins le sol est épais, plus il faut renforcer l'ancrage, mais en superficie et non pas en profondeur. Ce sont souvent des racines adventives, c'est-à-dire des racines produites par les tiges. Et dernier type de racines spécialisées, les racines crampons, qu'on va retrouver par exemple chez la vanille, on les voit ici, ou encore chez le lierre, qui sont adaptées à un substrat vertical, donc tronc ou arbre. Ça permet à la plante de grimper. Donc c'est principalement chez les plantes grimpantes qu'on va les trouver. Et ce sont aussi des racines adventives qui n'ont pas de rôle dans l'absorption. Nous avons vu que les plantes sont capables de s'ancrer dans différents types de substrats, mais le plus important, ça reste quand même le sol. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu la structure du sol, même si c'est quelque chose que vous reverrez en L2. Le sol est constitué de différentes couches qu'on appelle des horizons. Ces couches, ce sont la couche organique, la couche de surface, le sous-sol, le substratum et la roche-mère. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans chacune de ces couches. Dans la couche organique, c'est un horizon qui est riche en matière organique, comme son nom l'indique. C'est ce qu'on appelle aussi l'humus. Donc la matière organique provient de tout ce qui va tomber sur le sol, donc par exemple les feuilles mortes, et qui va au fur et à mesure se décomposer. La couche d'en dessous, elle est à la fois riche en matière organique et en minéraux. Les minéraux qui proviennent en fait de la roche-mère par érosion progressive de la roche-mère
pour libérer tous ces minéraux. Le sous-sol, il est riche en certains minéraux. Puis enfin, on a le substratum qui correspond en fait à la roche-mère altérée et la roche-mère. Donc c'est vraiment la décomposition progressive de la roche-mère en roche-mère altérée, puis en sous-sol, qui va libérer les minéraux présents dans la roche-mère. Donc si on résume, les deux premières couches sont particulièrement riches en matière organique et les minéraux, on va les retrouver dans à peu près toutes les couches, sauf peut-être la première, et ils sont particulièrement importants dans le sous-sol. Donc en fait, le sol, c'est un ensemble de couches plus ou moins riches en matière organique et minérale qui est issu d'une roche-mère par érosion. L'ancrage va se faire dans les couches les plus superficielles du sol jusqu'au sous-sol. Et ça a pour conséquence que la profondeur d'ancrage du système racinaire va dépendre de l'épaisseur du sol. Or, la structure et la composition du sol dépendent de plusieurs paramètres: la nature de la roche-mère, les conditions climatiques, la diversité biologique présente. Donc, tous ces facteurs vont pouvoir influencer l'épaisseur du sol et donc la profondeur d'ancrage du système racinaire. Donc, le sol, c'est un substrat pour les plantes, mais c'est aussi une source de minéraux. C'est ce qu'on a vu, le sous-sol est très riche en minéraux. Et ça va nous permettre de passer à la deuxième fonction des racines, c'est la fonction de nutrition. Dans le cadre de la nutrition, le sol représente un réservoir d'ions dilués pour les plantes. Donc je vous rappelle que la nutrition chez les plantes, ça passe par la photosynthèse, que la photosynthèse utilise l'énergie de la lumière, le carbone présent dans le CO2 et puis l'eau et les minéraux du sol pour produire de la matière organique. Donc justement, comment ça se passe au niveau de l'eau et des minéraux du sol? Donc les racines sont au contact de deux compartiments en fait, l'eau, une solution du sol et puis des agrégats. Les agrégats, c'est ce qu'on va appeler le complexe argilo-humique. Donc tout simplement un mélange d'argile et d'humus qui est chargé négativement globalement à sa surface. Donc ces particules, elles vont pouvoir retenir du coup les ions chargés positivement, les cations. Et puis de façon indirecte, les cations vont servir d'intermédiaire entre les anions et le complexe argilo-humique pour retenir tous ces anions au complexe argilo-humique également. Donc ça, ce sont des ions qui sont fixés. À côté de ça, on a les ions présents dans la solution du sol. Donc les ions qu'on va retrouver, ça vont dépendre du type de roche-mère. Et puis, il peut y avoir des échanges entre ces deux compartiments, donc entre la solution du sol et le complexe argilo-humique, de façon à établir une sorte d'équilibre. Pour les plantes, les ions biodisponibles, c'est-à-dire utilisables, ce sont les ions présents dans la solution du sol. Donc c'est ça que les plantes absorbent. Mais plus les plantes absorbent les ions, plus leur concentration diminue dans la solution du sol. Et comme il y a cette possibilité d'échange, d'équilibre entre la solution du sol et le complexe argilo-humique, lorsque la plante prélève les ions, ceux-ci sont remplacés par des ions présents attachés, fixés au complexe argilo-humique qui vont se détacher et passer en solution. Donc c'est pour ça qu'on dit que le complexe argilo-humique représente un réservoir d'ions. Et c'est pour ça qu'on appelle le sol un réservoir d'ions dilués, parce que, bien entendu, la concentration en ions n'est pas très élevée. Une première question qu'on peut se poser, c'est où se fait l'absorption de l'eau et des minéraux dans la racine? Donc pour répondre à cette question, je vais vous présenter une expérience historique, c'est l'expérience de Rosen. Donc il a placé des plantules, des jeunes plantes, dans un pot d'eau surmonté d'une couche d'huile, et il a fait varier la partie de la racine au contact de l'eau et de l'huile. Donc ici, vous avez la zone subéreuse au contact de l'huile, et puis la zone pilifère et l'apex au contact de l'eau. Là, vous avez la zone pilifère au contact de l'huile, mais l'apex au contact de l'eau. Et puis ici, vous avez la zone pilifère au contact de l'eau, mais l'apex au contact de l'huile. Donc ce dispositif, il sert à tester l'importance relative de la zone pilifère et de l'apex dans l'absorption d'eau et de minéraux. Donc là, je vous laisse, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez.
pour voir les résultats de cette expérience et en tirer la conclusion. Donc la conclusion, c'est que la zone des poils absorbants, la zone pilifère, joue un rôle majeur dans l'absorption, puisque quand cette zone pilifère n'est pas au contact de l'eau, donc ici quand elle est au contact de l'huile, la plante flétrit, alors que sinon, tant que la zone pilifère est dans l'eau, la plante se porte bien. Et l'apex, au contraire, il peut se trouver dans l'huile, ça n'a pas d'importance non plus sur la plante. Donc ça montre que la zone pilifère est particulièrement importante. Mais est-ce que la zone pilifère est la seule zone d'absorption? Pour répondre à cette question, il y a des expériences qui ont été faites plus récemment qui utilisent des ions radioactifs dont on peut suivre l'absorption par des plantes. Donc ça, c'est fait chez des plantes qui sont plus âgées. Et dans ce cas-là, on remarque que toutes les parties des racines, tant qu'elles sont jeunes, peuvent absorber. Simplement, quand elles commencent à être subérisées, que l'absorption n'est plus possible. Donc l'absorption ne se fait pas uniquement au niveau des poils absorbants. Donc si on résume ce qu'on vient de dire, les racines les plus âgées et les plus épaisses ne participent pas à l'absorption. Ce sont les racines où il y a présence de tissus secondaires, notamment le subaire. Donc là, il n'y a pas d'absorption. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que dans ces zones-là, il n'y a pas d'absorption? Donc tout simplement, c'est parce que le subaire est imperméable, donc ne permet pas l'absorption, les échanges. Donc ces racines-là, elles vont plutôt servir de support au système. En revanche, dans les racines jeunes, donc où il y a des tissus primaires, les racines qui sont fines, à durée de vie courte, donc 1 à 3 semaines, où il y a des poils absorbants, dans ce cas-là, ces racines-là, elles participent activement à l'absorption. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que le sol étant un milieu dilué, il faut qu'il y ait une surface suffisamment grande d'absorption pour obtenir une quantité d'ions suffisante pour la plante. Et la surface totale d'absorption, elle va dépendre à la fois du nombre et de la longueur des racines, mais aussi du nombre et de la longueur des poils absorbants.